Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La terre m'appartient. Eh ben, problème. Comment vous dites problème? J'ai une maison, je bâtis une maison, l'appartement, etc. Ben, la surface, la terre, elle m'appartient. Ça s'appelle la propriété. C'est la première déclaration des droits de l'homme. Non? Ah ben, on réfléchit. Voilà, dans une note publiée il y a quelques jours, l'organisme de réflexion France Stratégie fait une proposition de dire qu'elle est assez... Elle est assez dingue, mais pourquoi pas? Pour que l'État puisse réduire sa dette, et vous connaissez la dette, et la dette de l'État aussi, hein. 3 000 milliards d'abord, et puis la dette publique, n'en parlons pas. Eh bien, l'État devrait devenir copropriétaire de la totalité des terrains construits en France. Alors, attention, c'est pas une loi, c'est pas encore une proposition de loi, c'est un organisme de réflexion France Stratégie qui est lié, attention, au Premier ministre, à Matignon. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, allez, il n'y a pas assez d'impôts. Ben, vous savez bien, auditeur de Sud Radio, il n'y a pas assez d'impôts. Donc, il faut y aller, la dette publique étant passée à 56% du PIB. Donc voilà, ils veulent cela. Philippe Murer, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour, vous êtes économiste, vous êtes auteur de Comment sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Mais voilà, on a trouvé, France Stratégie a trouvé la solution. Eh ben écoutez, vous serez plus propriétaire en tout cas de votre terrain, mais pourtant je l'ai acheté, c'est-à-dire, ah oui, mais vous serez plus propriétaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit des atteintes de plus en plus claires au droit de propriété. En fait, ça vient après, vous vous rappelez, André, cette proposition de loi macroniste, qui a même pas un mois, on parlait de contrôle technique de logement. Et si votre logement ne passe pas le contrôle technique, vous êtes obligé de faire des travaux. Si vous ne pouvez pas, l'État vous le saisit et l'État vous... Oui, alors attendez, juste, excusez-moi, Philippe Murer, on a un petit problème de son. Est-ce que vous êtes trop proche du micro? Est-ce qu'il y a une réverbération? Parce qu'on vous entend, mais pas très bien. Est-ce que vous pouvez... est-ce qu'on voit ça? Répétez, alors pardon, je vous redemande, vous dites, vous vous rappelez un précédent, effectivement, de l'État, dites-moi. Oui, on vous écoute, Philippe. Bien sûr. Le précédent, c'est le fait qu'il y avait un contrôle technique des logements, c'est une proposition de loi macroniste qui n'est pas passée, oui. Où en fait, l'État pouvait vous déposséder de votre logement s'il le considérait pas assez décent. Voilà. D'accord. Et derrière, il vous le relouer, vous payez des loyers alors que vous êtes propriétaire. Donc c'était une spoliation. Ouais. Ça vient aussi, après, vous avez remarqué, André, c'est l'interdiction à la location des logements qui ne sont pas assez bien isolés. Logement taquet. Ah oui. Si vous ne pouvez pas isoler vraiment comme il faut selon les normes européennes et françaises, vous ne pouvez pas vous louer votre appartement, c'est ça? Et bientôt pas le vendre. Donc aujourd'hui, c'est les G, c'est les catégories G. Après, ça va passer aux catégories F, aux catégories E, aux catégories D. Donc on voit, et cette proposition de France Stratégie, qui est reliée au Premier ministre, un groupe de chercheurs pour le Premier ministre, oui. La note, elle date d'octobre 2017. Mais toutes ces choses nous ont fait rappeler cette note-là, qui a recirculé sur Internet, où effectivement, donc Macron était déjà au pouvoir, et l'État prenait gratuitement une partie de vos terrains, 25%, et derrière, en tant que propriétaire, vous payez un loyer sur votre autre terrain. Ah oui, c'est ça. J'ai acheté et je paye un loyer comme si j'étais locataire, c'est ça. Exactement. Et si vous n'êtes pas payé, en fait, si vous n'arrivez pas à payer parce que vous n'avez pas assez d'argent, vous êtes à la retraite, une petite retraite, vous avez ce bien difficilement acquis, eh bien l'État se paye en part de terrain, il vous grignote des parts de terrain de plus en plus grandes. D'accord. Donc vous avez raison, André, c'est une spoliation d'un des fondements de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est la propriété privée, en fait, qui est imprescriptible normalement, c'est l'article 2 de cette déclaration, et finalement, l'État se sert, il s'en fout. Et ça fait partie pourtant du bloc de constitutionnalité, quoi, très clairement. Oui. Mais vous connaissez le problème, hein. Le pouvoir avec la Constitution, absolument à sa guise aujourd'hui. On a vu avec les référendums d'initiative partagée qu'on a refusé pour rien. Et c'est le cas aujourd'hui depuis très longtemps. Hein. La souveraineté nationale appartient au peuple, c'est l'article 3 de la Constitution. Oui. Or, depuis 30 ans, le gouvernement prend cette souveraineté du peuple pour la donner à l'Union européenne. Est-ce que c'est légal, constitutionnel? Ça me paraît tout à fait limite. Et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé un certain jour, il y a presque jour pour jour, en 2005, hein, le fameux référendum voté non
par 55% des Français. On connaît la suite. Mais dites-moi, Philippe Murer, bon, on peut se dire aussi, attendez, c'est un projet, vous le rappelez très bien, ça date de 2017, c'est dans les papiers, on le ressort comme ça. Est-ce que vraiment, très franchement, essayons d'être le plus honnête et objectif possible, est-ce que vous pensez que c'est vraiment dans les cartons de certains, je ne dis pas de tout le gouvernement ou de tous les princes qui nous gouvernent, mais de certains, parce que effectivement, ce que vous rappeliez à juste titre, c'est qu'il y a 5 millions d'appartements ou de maisons qui ne correspondent pas aux normes et qui, si elles ne font pas le travaux je dirais, d'assainissement ou de dépollution, etc., ils seront sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça fait partie, c'est dans les cartons, ou bon, c'est quelque chose qu'on ressort, à votre avis? Alors, ça, sur les normes, c'est vraiment pas dans les cartons. C'est une loi qui est prévue par étage jusqu'en 2030, de plus en plus dure. Donc mais si vous voulez, tout va dans ce sens-là. Vous vous rappelez qu'Emmanuel Vargon, en 2021, avait dit que la maison individuelle, c'est une aberration économique, sociale, écologique. Oui. Ça va être un énorme tollé sur Internet, et les propos avaient dû être retirés par la ministre. Mais ce n'est pas qu'en France. En Espagne, il y a le Premier ministre Pedro Sanchez qui, pareil, avec un article de recherche sur les problèmes de l'Espagne pour la compétitivité, avait proposé de passer d'une propriété individuelle à une propriété temporaire et partagée. Vous voyez, donc, il y a une volonté de nos dirigeants. Et on a vu hier, Philippe Murer, comment l'Espagne a accueilli les propos de Pedro Sanchez, notamment là-dessus, et le triomphe de Podemos, entre guillemets, qui a pris la plus belle raclée depuis longtemps. Tout à fait, parce que je pense que les gens, on en marre, les Français, les citoyens en ont marre d'une société qui est dirigée en haut par des technocrates avec des tableurs Excel pour résoudre des problèmes de public qui pourraient être résolus autrement, et qu'en fait, ils nous volent notre liberté de temps en temps. C'est le cas pendant les confinements pour gérer les maladies, ils veulent voler la propriété pour gérer la dette publique, au lieu de créer une société de responsabilité. On est passé d'une société de responsabilité à une société où, en fait, privation de liberté, tout est décidé d'en haut de façon, en plus, un petit peu, qui ne fonctionne pas, quoi. Oui, une société d'infantilisation, quand même, quelque part, c'est très préoccupant. Mais cette histoire-là qui revient, effectivement, alors, on le dit, je reviens à cette histoire de prendre une partie du terrain, comme ils disent, etc. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, regardez cette note, où les auteurs disent, on est conscient du choc politique de cette mesure, mais elle doit être jugée à l'aune des enjeux auxquels un pays très endetté doit faire face. Et ils disent, voilà, on est très très endetté, on est surendetté, ça on le sait, on le clame sur tous les temps. Eh bien, il faut chercher des mesures. Mais alors, Philippe Murer, c'est quoi ces mesures? Est-ce qu'il n'y a qu'en expropriant d'une manière ou d'une autre qu'on peut trouver des remèdes à cette maladie quasi-mortelle de la dette? Pas du tout. En fait, il suffit de regarder l'histoire économique sur le temps long. Vous voyez, en 1945, au sortir de la guerre, De Gaulle et les autres se posent la question de comment faire. Est-ce qu'on fait de l'austérité parce qu'il y a 200% de dette sur PIB? La dette est immense, le pays est ruiné, les usines ont été délocalisées ou bombardées. Donc, le pays est à plat. Mendès France, qui est socialiste, dit il faut faire de l'austérité à cause de la monétaire, etc., trop important. De Gaulle dit non, on veut un modèle économique plus juste, où ceux qui travaillent et qui produisent sont récompensés, on met même en place la sécurité sociale. Et imaginez qu'en 25 ans, en 1973, on se retrouve avec une dette publique qui est passée de 200% du PIB à 7% du PIB, elle était quasi nulle. Donc c'est pas irrémédiable tout ça, c'est une façon de gérer. Le problème, c'est que on avait mis un modèle économique qui était pour ceux qui travaillent et produisent, et au détriment des rentiers. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a un modèle économique qui travaille pour les rentiers, contre ceux qui travaillent et qui produisent. Et on arrive à ces aberrations. Et on arrive effectivement à la paupérisation croissante de la classe moyenne, on le voit, enfin en tout cas d'une certaine classe moyenne et non négligeable. Et donc, si vous voulez, on se demande, alors Philippe Murer, est-ce qu'on lance des ballons d'essai comme ça, comme vous rappeliez Emmanuel Vargon, et puis d'autres choses, on lance des ballons d'essai pour voir comment les gens réagissent, et si ça réagit trop, et si ça crie trop, on le remet dans sa poche, et puis on passe à la suivante? C'est exactement ça. C'est un modèle de gouvernement tout à fait pervers
on lance des ballons d'essai. Si les citoyens crient trop, on le repousse à plus tard, à un moment plus favorable. Ouais. Et sinon, on le fait passer. Donc c'est un modèle tout à fait pervers qui est utilisé de façon continue. Mais alors aujourd'hui, Philippe Burrer, on est en 2023, on n'est plus effectivement en De Gaulle 1945. Est-ce que les mêmes recettes qu'avait, disons, employé De Gaulle, parce que comparaison n'est pas raison, on n'est plus du tout dans le même, 80 ans après, on n'est plus du tout dans la même situation. Est-ce que c'est applicable ou qu'est-ce qu'il faudrait faire, sans donner un catalogue complet, mais il faudrait changer complètement de paradigme, de direction ? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que tous les pays occidentaux, dont la France, doivent se remettre à produire. Le problème, c'est qu'on ne produit plus, on a tout délocalisé avec la mondialisation économique. Si on reproduit sur place, on va recréer de la richesse, recréer de l'activité, recréer des recettes fiscales. Et sans peine, en fait, on aura la dette publique qui sera remboursée par cette augmentation de la richesse. C'est très possible. C'est pas parce que les techniques ont changé, voilà, que c'est toujours les mêmes choses à travers les siècles. Il y a des modèles économiques qui fonctionnent. C'était celui de Colbert en France, celui de De Gaulle. Et il y a des modèles économiques qui dysfonctionnent et qui donnent tout aux rentiers et qui finissent par appauvrir considérablement le pays. Mais tout ça n'est pas une fatalité. Une fatalité, mais justement, c'est pas une fatalité. Mais dernière question, Philippe Burrer, malgré, en dépit ou grâce ou à cause de l'Europe, est-ce qu'on peut refaire ça et qu'on peut changer de direction avec l'Europe, l'Union européenne, disons, telle qu'elle fonctionne ? Non, pas du tout. L'Union européenne telle qu'elle fonctionne, c'est l'euro qui est trop cher pour la France, mais pas assez pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne nous grignote notre industrie. On l'a vu quand on est passé à l'euro, ainsi que grignoter l'ensemble des industries. Mais l'Union européenne, de toute manière, vous ne pouvez pas faire une société heureuse parce que, en fait, vous avez des modèles culturels complètement différents entre la France, l'Allemagne, la Lituanie, l'Espagne, la Pologne, et vous écrasez tout sous un modèle unique et technocratique, et fondamentalement, ça ne peut pas fonctionner. Et les recettes que vous prenez pour la France ne peuvent pas être les recettes qui fonctionneront pour la Pologne, pour l'Espagne ou la Lituanie. Chaque pays a besoin d'avoir un modèle économique qui soit cohérent avec sa culture et sa façon de fonctionner. Bien sûr. Eh bien, à suivre. Merci Philippe Burrer. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Que sortira-t-il de tout cela ? Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. Que la volonté de Dieu soit faite. Allons, suivons-nous. Hamlet de l'immortel William Shakespeare. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Eh bien, en vérité, il y a quelque chose de tout à fait passionnant aujourd'hui dans le royaume du Danemark. Et vous allez écouter cela, c'est très intéressant. C'est un journaliste de l'émission Quotidien qui est allé interviewer le ministre socialiste de l'immigration danois. Vous savez que le Danois a décidé une politique assez rigoureuse, c'est le moins que l'on puisse dire, par rapport et à l'aune de la politique migratoire. C'est-à-dire qu'ils ont pris des mesures très précises, non pas contre les immigrants, mais pour contrôler, pour gérer, pour réguler quelque chose qui devenait chez eux absolument incontrôlable. Donc, le ministre de l'immigration danois est interviewé par une journaliste de Quotidien. Écoutez. Il s'appelle Kåre Dybwad, il est ministre de l'intégration et de l'immigration et il est donc de gauche. So in France, you're seen as a model by the right-wing parties and the far right. How do you feel about that? Si d'autres pays veulent s'inspirer de nos politiques pour mieux contrôler l'immigration, alors moi ça me va. You think you're left-wing? Ah oui, bien sûr, à 200%. Vous savez, si on veut être de gauche, il faut avoir une politique stricte sur l'immigration, parce que ce sont toujours les classes populaires qui payent le prix de l'immigration, qui payent le fardeau de l'intégration des immigrés, jamais les riches ou les bourgeois. Donc si on ne comprend pas ça, les classes populaires vont arrêter de voter pour nous. Et voilà, en quelques mots, tout le narratif de la gauche officielle et de l'extrême gauche s'effondre avec un bruit doux. Et oui, parce que la journaliste est allée en lui disant « Oui, alors et vous savez que la droite et l'extrême droite en France regardent le Danemark comme un modèle. Et vous dites que vous êtes de gauche, vous pensez être de gauche ?» dit-elle avec une espèce de scepticisme total. « Ben oui, il est socialiste, il est de gauche. » Et il ajoute, vous l'avez entendu, il a dit « Mais attendez, l'immigration, qui elle touche du point de vue des salaires de tout, c'est le peuple. Évidemment, les riches et les bons bourgeois
bien nantis, bon, ils sont pas touchés, ça va, ils peuvent se permettre justement de dire, allez, les autres, comment ça se passe? Et je rappelle, c'est extraordinaire quand même, parce que tout le monde l'a oublié, il y a plus de 40 ans, en 1980, Georges Marchais, le premier secrétaire du Parti communiste français, disait, il faut arrêter, à l'époque déjà, il y a plus de 40 ans, et c'était pas du tout les mêmes chiffres qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration clandestine et l'immigration officielle, parce que qui est visé, ce sont les travailleurs qui voient leur salaire baisser. Comme l'avait dit Karl Marx, au 19e siècle, aux travailleurs polonais, il avait fait une adresse aux travailleurs polonais, en disant, ne venez pas en Angleterre, les bons capitalistes anglais vous demandent de venir pour casser les prix. C'est toujours la même histoire, mais cette brave gauche, cocu, battue, contente et de bonne conscience, continue à dire, mais non, mais tout va bien, allez, accueillons, oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'où? Et jusqu'à quel prix? Il est là le problème. Quand je dis le prix, c'est pas seulement le prix économique, c'est le prix en matière de tout. Donc voilà, eh bien, le ministre socialiste du Danemark met à plat, met en pièces, facile, tranquille. Il dit, écoutez, si vous ne vous occupez pas effectivement de votre peuple, eh bien, votre peuple arrêtera de voter pour vous. Et il n'y a qu'à regarder les chiffres. Le Parti communiste, il y a 40 ans, le Parti communiste aujourd'hui. Le Parti socialiste, il y a encore 20 ans, le Parti socialiste aujourd'hui, etc., etc., etc. Il y a quand même un problème. Eh bien, il y a quelque chose de très clair au Royaume du Danemark. Eh oui, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous allez écouter quand même. Alors, c'est en anglais, je vais vous le traduire rapidement. C'est une jeune américaine qui parle. Et là, vous voyez, je ne sais pas si je veux pas dire que c'est les woke ou les cancel culture, je vais pas étiqueter comme font tous les autres. Non. Mais écoutez ces paroles. Elle prononce, c'est une jeune femme, voilà, tout à fait avenante. On n'a pas la vidéo en image, mais je vous donne les paroles. Écoutez. I mentioned in my last video that I went clothes shopping for my children, and a lot of people are shocked to hear that I have children, considering I sued my parents for having me without my permission. But I just want to make a couple of things clear here. So my parents that I sued, they contributed to, conceiving me, and my mother that raised me, she gave birth to me, and that's why I sued them, because I did not consent to being here. Voilà. Alors écoutez, je vous traduis parce que c'est dans l'américain, comme on dit, voilà. Eh bien, cette femme a attaqué ses parents en justice. Oui, nous avons vérifié, elle a attaqué ses parents en justice. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'elle dit, voilà, moi j'ai pas demandé à naître, je n'ai absolument, elle le dit, ses propres mots, c'est ça, moi j'ai pas demandé à naître, je ne savais pas que j'allais grandir et qu'il fallait que je travaille, donc franchement, mes parents m'ont rien demandé, n'ont pas demandé mon avis, donc je les poursuis en justice, ils m'ont obligé à venir au monde, et elle ajoute, alors c'est formidable, elle dit, vous voyez, elle dit à elle fait ça sur je ne sais pas si c'est sur TikTok, une autre chaîne, mais enfin elle le dit, vous savez, à toutes les jeunes femmes enceintes, vous êtes enceintes, eh bien, allez voir un médium psychique. Oui, allez voir un médium psychique, parce que ce médium psychique va parler à votre bébé en formation, et il va lui demander si le bébé est d'accord pour venir au monde ou pas. Et selon ce que ce médium psychique vous dira, eh bien, vous terminez, ça veut dire vous avortez, en tout cas, vous IVG, etc. Et surtout pas, vous comprenez? Vous ne pouvez pas, effectivement, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont sortir ces bébés? Eh ben, au bout de quelques années comme moi, ils vont vous poursuivre en disant j'ai rien demandé et pourquoi vous m'avez fait venir au monde? C'est pas beau ça. Quand on arrive là, alors vous allez me dire ouais, c'est une folle totale, oui, mais enfin ça passe. Discours tranquille, calme, qui passe et qui dit allez voir un médium psychique. Ça veut dire qu'on est arrivé au point où à un moment donné ça bascule. Ça bascule parce qu'elle a entendu 400 trucs sur tout est possible et tout. Il dit oui, bien sûr. Et vous savez, c'est un très grand écrivain, Émile Cioran. Le grand Cioran qui a écrit un livre intitulé « De l'inconvénient d'être né ».
Eh bien, lui, c'était de l'inconvénient d'être né, c'était un magnifique chef-d'œuvre du pessimisme littéraire. Eh bien, cette espèce de, je ne sais pas comment la qualifier, franchement, je voudrais pas la qualifier parce que je serais injurieux et on n'aime pas être injurieux, mais voilà. Elle dit, aujourd'hui, et attendez, elle ajoute, parce que c'est ça, le couronnement, la couronne, la cerise sur le gâteau, elle a adopté des enfants. Et elle dit, oui, j'adopte mes enfants parce que je veux remplir mon devoir et j'adopte, mais ces enfants, moi je sais pas, c'est pas moi qui les ai conçus, donc eux ils peuvent pas me poursuivre. Voilà où on arrive, une logique devenue folle, des prémices devenues complètement gâteux, et on arrive à cette épaisse de folie qui parle, qui se répand et qui essaye d'exister. Voilà, je voulais vous faire entendre zoologiquement cet aspect de la réalité contemporaine, parce que malheureusement, c'est évidemment heureusement minoritaire, mais c'est une réalité. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec un invité exceptionnel, Jacques Beau, ex-membre des renseignements stratégiques suisses. Il a participé à de nombreux programmes pour l'OTAN en Ukraine entre 2014 et 2017. Il a notamment écrit Poutine, le maître du jeu et Opération Z aux éditions Max Milo. Et il vient pour nous présenter son nouveau livre, Ukraine entre guerre et paix. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Alors Jacques Beau, effectivement, un troisième livre, vous en avez écrit d'autres aussi, mais passionnant, cette Ukraine entre guerre et paix chez Max Milo. Ce qui est intéressant, d'abord, je voudrais, évidemment, je pose la question d'actualité, puisque ce matin, on parlait depuis hier soir d'un certain nombre de drones. On en avait parlé déjà avec vous au téléphone. C'est sur ces 2 drones qui s'étaient abattus, ou en tout cas qui avaient été détruits au-dessus du Kremlin. Mais là, on parle d'une douzaine de drones sur Moscou. Vous avez de quoi s'agit-il? On sait un peu plus, on en sait un peu plus ou pas? Alors j'étais en déplacement, donc j'ai pas reçu cette information et donc j'ai pas pu creuser là-dessus. Mais on sait que des groupes affiliés au service de renseignement ukrainien opèrent sur le territoire russe, ce qui est pas très, surprenant, parce que la proximité linguistique, culturelle, il y a des familles qui sont vraiment transfrontalières dans tous les sens du terme, donc ça n'est pas très surprenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces événements qui se sont multipliés à la frontière. Il y a eu les événements de Bryansk en mars. Il y a eu l'attaque sur Belgorod il y a une semaine environ. Les attaques, comme vous l'avez rappelé, sur le Kremlin. Et puis maintenant, cette nouvelle attaque de drones. Alors, on a quelquefois un peu l'impression que le but de ces attaques, qui n'est pas vraiment militaire, parce que on n'en voit pas du tout, quel pourrait en être. Ça n'a fait aucun dégât apparemment, ou des dégâts très mineurs. Enfin. Le but, c'est simplement de les faire. C'est simplement qu'elles aient lieu. Et je pense que c'est une manière pour les Ukrainiens de faire patienter les Occidentaux, qui poussent Zelensky à lancer sa contre-offensive. Et après, surtout après la défaite de Bakhmout, les Ukrainiens sont un peu poussés, si vous voulez, à faire quelque chose. Alors justement, Jacques Beau, parlons de la défaite de Bakhmout. Vous aviez d'ailleurs, on avait parlé de ça, mais justement, par rapport à votre livre, c'est très intéressant. Vous avez vu les commentaires, notamment en France, où certains disaient que c'est un cheval de Troie renversé, puisqu'au fond, Bakhmout, c'est une victoire ukrainienne. Les Ukrainiens s'étaient retirés pour mieux contre-attaquer, et nous avons entendu tout, et le contraire de tout, de la part d'un certain nombre de généraux de plateau, que je ne citerai pas par charité chrétienne. Qu'est-ce qui se passe au fond aujourd'hui? Vous avez sorti ce livre, passionnant d'ailleurs, l'Ukraine entre guerre et paix. Au fond, on en est où? On en est à une guerre d'attrition. C'est vraiment la guerre qui peut se prolonger encore des mois, voire des années. Et malheureusement, il y a des morts tous les jours. C'est ça qui est terrible. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On ne voit plus. Alors, il faut comprendre que Bakhmout est important, ou était important pour les Ukrainiens, mais ne l'était pas vraiment pour les Russes. Et dans mon livre, d'ailleurs, j'explique que ce qu'on appelle la ligne Zelensky, qui est une sorte de ligne de défense qui comprend
3 sous-lignes de défense, en quelque sorte. La première ayant été Severodonetsk-Lysychansk, que les Russes ont pris en été de l'année passée. Ensuite, il y a une deuxième ligne qui est à la hauteur de Bakhmout, que les Russes viennent de franchir. Et puis, il y a une troisième ligne qui est Slaviansk-Kramatorsk, qui est un peu plus loin. Et à partir de ces lignes-là, c'est pratiquement champ libre jusqu'aux grandes plaines du Dniepr. Donc, c'est pour ça que cette ligne est très importante et c'est la raison pour laquelle Zelensky attachait beaucoup d'importance à ça. Il l'a dit à l'ONU d'ailleurs. Il l'a dit à l'ONU et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle même il y a des tensions entre lui et le chef de l'armée, le général Zaloujny, qui lui pensait qu'il aurait mieux fallu ne pas sacrifier trop de vies, enfin épargner les vies de Bakhmout et puis contre-attaquer différemment. Mais ça n'a pas été ce que Zelensky a voulu. Et les Russes ont perçu ça très vite. Déjà l'année passée, pour comprendre ce qui s'est passé à Bakhmout, il faut revenir au 18 octobre 2022, lorsque le général Sourovikine, qui venait d'être nommé commandant des forces russes en Ukraine, a dit « on ne cherche plus à faire des grandes offensives, on cherche simplement à broyer l'ennemi qui avance. » Et c'est ça. Et le hachoir à viande. Le hachoir à viande. Et il lance l'opération, d'ailleurs, qui s'appelle hachoir à viande, en donnant pour mission à Prigojine et au groupe Wagner de détruire l'ennemi dans Bakhmout. Pas de prendre Bakhmout. Pas de prendre Bakhmout, de détruire l'ennemi dans Bakhmout. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il lui donne 6 mois. Il dit on va broyer l'ennemi pendant 6 mois. Point final. Quoi qu'il arrive, la ville ne nous intéresse pas plus que ça. Oui, c'est pas de la prendre. C'est pas de la prendre, c'est de détruire l'ennemi. Mais évidemment que dans une ville, quand vous voulez détruire un ennemi dans une ville, vous êtes obligé d'avancer de maison en maison. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les combattants de Wagner ont fait le travail de grignotage, ont détruit l'adversaire comme ça petit à petit. Puis en avril, donc la mission a été donnée fin octobre. Octobre, oui. Et Sourovikine a donné 6 mois. Ça veut dire fin avril. Et fin avril de cette année, eh bien, l'état-major a dit à Wagner ou Prigojine, voilà, maintenant on a fait les 6 mois, maintenant on arrête les frais, on interrompt les livraisons de munitions, etc., enfin l'artillerie, et c'est là où vous avez eu le mélodrame entre Prigojine, et parce que lui a dit, mais nous on a avancé jusque-là, le but c'est évidemment de pas prendre la ville, mais avec tout le travail qu'on a fait, il reste très peu pour finir de prendre la ville. Quelques rues, c'est ça. Voilà, exactement, donc donnez-nous la munition pour finir, et c'est ce qui a donné cet échange assez bruyant, parce que l'état-major était fixé sur ce qui avait été décidé, c'est-à-dire détruire l'ennemi dans Bakhmout. Je comprends. Et ce qui est intéressant, peut-être je reviens encore là-dessus, c'est que cette idée que Zelensky était obnubilé par Bakhmout, ça avait été capté par le New York Times en novembre de l'année passée, où ils avaient dit Bakhmout sera le trou noir dans lequel l'armée ukrainienne va se perdre en quelque sorte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais alors justement, est-ce que ça n'a pas été gonflé ? Parce qu'ici, en Occident, en France en particulier, mais ailleurs, on a dit ça y est, c'est la lutte finale entre Wagner, Prigojine et Poutine. Vous avez vu, les journaux ont fait leur une, ça y est, le pouvoir est divisé, se déchire en Russie. En fait, Prigojine veut prendre la main. Enfin, on a vu des couvertures de magazines tout à fait parlantes là-dessus. Est-ce que c'était quand même... Alors, vous dites qu'il y a eu effectivement des plaintes, qu'on prend de la part de Wagner et de Prigojine, mais est-ce que c'était quelque part quand même une partie mise en scène? Alors je pense qu'il y a une partie de mise en scène. Prigojine, on sait que c'est un individu qui est très théâtral, hein, et puis il faut pas oublier que c'est quelqu'un qui parle un peu pour sa paroisse. Il a une entreprise en quelque sorte, donc il essaie. Mercenaires, là, voilà, donc il essaye de vendre son truc, n'est-ce pas? Mais comment, excusez-moi, Jacques Beau, comment vous expliquez, alors, et je vous en parlais aussi, comment ça se fait que les Russes ont donné en prestataire de service Bakhmout à Wagner? On pourrait dire, mais attendez, c'est l'armée. Pourquoi ils délèguent Wagner? Parce que c'est un combat en zone urbaine, typiquement comme Bakhmout, où il s'agit vraiment de détruire l'adversaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances opératives. Vous voyez, on est dans du tactique, même de la technique de combat. Et puis, vous n'avez pas besoin de... Les Wagner, maintenant, je crois qu'on leur a donné quelques véhicules blindés, parce qu'on veut élever un petit peu le niveau de ces combattants. Mais pendant tous ces 6 derniers mois, enfin des mois
ont duré la bataille, ils n'avaient pas de gros matériel. C'est vraiment des fantassins spécialisés. C'est des guerres de rue, quoi. Voilà, c'est la guerre de rue, exactement. Et donc, ça suffit d'avoir des combattants. Il faut des combattants très aguerris, très tenaces. Il faut des durs à cuire. Mais il ne faut pas des tacticiens ou des... Voilà. Donc Wagner était... C'était le moyen idéal, c'était l'endroit idéal. Et après les soi-disant contre-offensives qu'il y a eu de la part de l'Ukraine, il y a eu des tentatives de faire des contre-offensives pour reprendre la ville, mais ça a tout échoué. Alors quid, Jacques Beau, de la grande contre-offensive annoncée déjà depuis des mois? Est-ce que... C'est-à-dire, on entend, on y voyage, on est prêt, etc., etc. Alors, Zelensky est allé faire la tournée presque mondiale, effectivement. Donnez-nous encore des armes, etc. Où on en est aujourd'hui? D'abord, il faut comprendre que cette contre-offensive, en fait, c'est la contre-offensive que Zelensky avait promise en juillet de l'année passée. Et qu'il devait faire avec 1 million d'hommes. Bah oui. Et il pensait avoir 1 million de combattants. En réalité, il n'a jamais réussi à rassembler 1 million d'hommes. Il en a eu au maximum à ce qu'il a dit, et puis à ce qu'a dit le général Zaloujny, qui est le commandant des forces armées. Il a eu 700 000. Et déjà l'année passée, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà pas mal, mais aujourd'hui, ils en ont que 400 000. D'accord. Donc, parce qu'il y a eu, entre autres, oui. Voilà. Alors après, on peut interpréter la différence de différentes manières, mais ce qu'il y a de sûr, c'est ils ont déclaré en avoir 700 000 en été de l'année passée, et aujourd'hui, il n'y en a plus que 400 000 pour faire cette contre-offensive. D'autre part, il faut savoir que depuis l'été 2022, l'armée ukrainienne, matériellement, au niveau des matériels, des équipements majeurs, n'existe plus. Et c'est la raison pour laquelle, depuis cette période-là, Zelensky demande l'aide matérielle des Occidentaux, des avions, des chars, etc. Oui. Les Occidentaux étaient très réticents à les donner au départ, et puis au début de cette année, ça s'est un peu déclenché parce que, en plus des pertes matérielles, la fin de 2022 a été marquée pour l'armée ukrainienne de pertes humaines considérables. Et là, les Occidentaux ont commencé à prendre peur et se sont dit, bon, maintenant, il faut quand même donner des armes pour qu'on arrive à quelque chose, qu'on arrive à faire quelque chose. Le problème, c'est que toutes ces armes sont arrivées en Ukraine par fragments, si vous voulez. On a donné 3 missiles ici, 2 chars là, 3 véhicules, etc. Pas organisé globalement. Voilà. Quoi. Ce qui fait que les Ukrainiens n'ont jamais réussi à rassembler la masse critique nécessaire pour déclencher l'offensive avec un grand O. La grande offensive. Voilà. Ça. Et en fait, ce qui se passe, parce que nos médias nous rapportent volontiers ce que font les Ukrainiens à Moscou ou à Belgorod, mais ils ne racontent pas ce qui se passe en Ukraine. Et ces dernières semaines, il y a plusieurs énormes dépôts de munitions qui ont été détruits par les Américains, par les Russes, notamment à Khmelnytsky et à Pavlograd, qui sont d'énormes dépôts de munitions. D'ailleurs, celui de Khmelnytsky a posé problème parce que, selon certains, mais c'est débattu, donc je me garderai de tirer des conclusions là-dessus, mais certains ont prétendu qu'à la suite de ce bombardement, le taux de rayonnement gamma a augmenté dans l'espace, parce que certains disent qu'il y aurait eu dans ce dépôt de munitions les fameux obus anti-chars à uranium appauvri qu'avait fourni la Grande-Bretagne. Et la Pologne se disait, si elle ne va pas là. On va continuer à en parler, c'est passionnant, après cette petite pause. À tout de suite. Et vous souhaitez interpeller Jacques Beau pour lui poser des questions sur la guerre en Ukraine. Il peut y répondre au 0826 300 300. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jacques Beau, Ukraine entre guerre et paix. Chez Max Milo, le livre vient de paraître. Jacques Beau, si on faisait aujourd'hui un état des lieux, on est fin mai 2023. Je rappelle que tout a commencé, en tout cas, l'invasion russe a commencé le 24 février 2022. C'est vrai que c'est un clin d'œil à l'échelle de l'histoire, mais que de choses ont changé.
D'abord, deux choses, vous en parlez assez longuement dans votre livre, et encore une fois, je renvoie à votre livre parce que c'est absolument passionnant, le basculement du monde. Parce qu'au fond, cette guerre a été la cristallisation d'un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, éclatent au grand jour, même si elles précédaient de loin à cela. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Mais que, n'est-ce pas, il y a un phénomène qu'on perçoit assez peu en Europe, qu'on perçoit un peu mieux aux États-Unis, c'est que beaucoup de décisions occidentales ont été finalement extrêmement émotionnelles, sans vraiment rationalité. Et les sanctions, enfin, il y a deux choses, si vous voulez. D'une part, il y a cette fameuse question que j'avais posée la première fois que nous étions rencontrés à propos du conflit ukrainien, où j'avais dit, qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus condamnable que les autres? Et ça, c'est Vous finissez votre livre là-dessus. Oui, exactement. Oui. Parce que c'est comme ça, c'est cette question que se pose le reste du monde. Et c'est la question que personne en Occident ne veut répondre. Parce que la réalité est qu'en fait, on en veut à la Russie, on veut plus aller contre la Russie qu'aider l'Ukraine. C'est en fait ça, le fond du problème. Et les autres pays ont bien compris ça. Et vous dire l'Occident en veut à la Russie. Ah oui, une certaine c'est les États-Unis en premier lieu et les Européens, on leur a emboîté le pas. Mais le fond de la question, c'est ça. C'est en réalité d'affaiblir la Russie. C'est ça Mais attendez, Jacques, pourquoi en veut-on à la Russie ? Je ne sais pas. Là, on est dans quelque chose qui est assez... C'est irrationnel, qui est très irrationnel, je pense. D'ailleurs, quand on voit les stratégies qui avaient été élaborées par la Rand Corporation, que j'ai évoquées plusieurs fois sur ce plateau, en 2019... la stratégie même de la Rand Corporation disait, voilà la stratégie pour affaiblir la Russie, mais nous vous conseillons de ne pas l'appliquer. Parce qu'elle va apporter des destructions en Ukraine. Parce qu'il était clair que pour affaiblir la Russie, il fallait utiliser l'Ukraine. Ça, c'est la chose qui était C'était dit depuis des années. C'était dit depuis des années. C'était écrit en 2019. Et la Rand Corporation a averti le gouvernement américain, puisque c'est le think tank du Pentagone, en disant ne le faites pas parce que ça va provoquer des déséquilibres, d'abord des équilibres mondiaux. On n'est pas du tout sûr que ça affaiblisse réellement la Russie parce qu'on a une très mauvaise visibilité sur la capacité de l'économie russe à réagir, et ça va certainement provoquer des flux migratoires à partir de l'Ukraine, à affaiblir l'Ukraine et à décrédibiliser l'Occident. Donc on savait tout ça. Et les analystes qu'on a dans le reste du monde, mais j'inclus aussi là dans ce reste du monde, j'inclus aussi les États-Unis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont averti, qui ont sonné le tocsin. Et même d'ailleurs beaucoup de sanctions qui ont été prises par les Européens avaient été déconseillées par les Américains eux-mêmes. Parce que typiquement les sanctions sur les produits pétroliers que les Européens ont prises, Janet Yellen, qui est la secrétaire au Trésor américaine, leur avait dit ne le faites pas parce que ça va déstabiliser l'ensemble du marché pétrolier dans le monde. Donc, on voit qu'on est dans quelque chose qui est très irrationnel. Et le problème qu'il y a, c'est que pour des pays qui sont un peu sur le ballon, typiquement l'Iran, les gens du Moyen-Orient, mais y compris l'Arabie Saoudite, qui savent que, n'oubliez pas que Joe Biden avait dit qu'il voulait faire de l'Arabie Saoudite un État paria. Donc, même si aujourd'hui il serre la main, les Saoudiens se rendent bien compte qu'un jour ou un autre, ils risquent bien de se retrouver face à ces sanctions. Par conséquent, qu'il était le moment de changer leur fusil d'épaule. Et beaucoup de pays qui ont des régimes qui sont plus ou moins acceptables ou plus ou moins acceptés par les Occidentaux se rendent bien compte qu'il pourrait très bien y avoir un basculement en leur défaveur très prochainement. Donc c'est le moment de changer de camp. Et c'est un peu ce que l'on observe aujourd'hui. Ce changement de camp est avancé et commence à être acquis. Il commence à se matérialiser, puisque encore hier, j'ai appris que l'Arabie Saoudite voulait se rejoindre la banque des BRICS, n'est-ce pas? On sait déjà que... Quand on pense à l'Aramco et l'Arabie Saoudite, création des Américains qui vont rejoindre les BRICS, c'est quand même... Et qui vend son pétrole d'ailleurs en yuan aux Chinois. Donc... On est sur une perte de confiance des Occidentaux. On a vu que la conduite occidentale est extrêmement erratique, n'obéit pas à des critères rationnels et que par conséquent, tout pourrait leur tomber sur la tête du jour au lendemain, même sans raison.
Et alors justement, Jacques Beau, parlons de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, ce que vous avez l'air de dire, parce qu'on ne voit pas effectivement la fin, et c'est terrible pour tous les gens qui meurent tous les jours là-bas et par milliers, mais est-ce que c'est l'irrationnel qui aujourd'hui encore triomphe, ou en tout cas mène le jeu? Ou alors il y a tous les calculs d'intérêt un peu partout, ça c'est normal. On a vu ce qu'a dit Erdogan le lendemain de sa victoire, etc. en Turquie, mais est-ce que au fond aujourd'hui, quand vous regardez l'état des lieux, vous l'avez fait, vous faites l'inventaire dans ce livre-là, et au fond on a l'impression que tout est extrêmement ouvert entre l'OTAN, la Russie, l'Europe, les BRICS, les États-Unis, rappelons-le, qui votent pour les présidentielles l'année prochaine, hein, c'est dans un peu plus d'1 an. Est-ce que tout ça, c'est comme si on était, je ne dis pas en stand-by, comme si tout s'était figé, mais pendant ce temps-là, la guerre continue, et que voilà, et que c'est tellement justement multipolaire, on a l'impression que la stratégie et que la conscience est devenue multipolaire aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on s'est engagé dans un conflit avec l'idée, pas très rationnelle, il est vrai, que la Russie allait perdre. Et aujourd'hui, on vous dit la Russie ne peut pas gagner. Comme on vous dit, l'Ukraine ne peut pas perdre. Mais on est dans un langage politique, parce que techniquement, on ne voit pas très bien comment, d'ailleurs, la notion de victoire de l'Ukraine n'a jamais été vraiment définie. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on cherche un moyen pour pouvoir exprimer une défaite de la Russie ou une victoire de l'Ukraine. Et on ne sait pas comment le faire. Parce qu'on voit bien que sur le terrain, ça paraît extrêmement difficile. Donc on est un peu dans cette espèce en anglais on dirait catch-22. C'est une situation impossible, si vous voulez, impossible à résoudre, où on veut une défaite russe, mais on n'arrive pas à voir comment cette défaite pourrait arriver. Et vous avez très justement évoqué la présidentielle américaine, parce que on sent bien que l'administration Biden est un peu prise à la gorge par ça. Parce que arriver à la présidentielle avec un conflit qui est totalement ouvert, c'est difficile. Et s'ils arrivent au présidentiel avec une victoire russe, alors ça va être désastreux. Donc la seule manière de résoudre plus ou moins le problème, c'est de figer le conflit ou de l'entraîner. Le problème là-dedans, c'est que ce qu'on oublie toujours, c'est que peu importe, ma foi, ce qui se passe, est-ce que la Russie gagne ou perd, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est les Ukrainiens qui meurent. Et oui. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est terrible. On va en parler tout de suite après cette petite pause, on continue, et après nous recevrons les auditeurs de Sud Radio, bien sûr. Oui, vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Jacques Beau sur son nouveau livre « Ukraine entre guerre et paix ». À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Si vous voulez lire Guerre et paix, relisez Tolstoï. Si vous voulez lire l'Ukraine entre guerre et paix, lisez Jacques Beau. On est en train, d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que où est cet état des lieux qui nous concerne tous, mais qui concerne au premier chef ceux qui sont immédiatement touchés sur le champ de bataille, et vraiment c'est quelque chose d'atroce, mais c'est quelque chose qui hélas continue. Et justement, Jacques Beau, on a parlé un peu de l'irrationnel, mais parlons quand même du rapport de force. On a commencé à à parler du basculement effectivement du monde, enfin d'un certain basculement du monde. À votre avis, et vous consacrez 2 ou 3 chapitres dans votre livre à cela, est-ce qu'au fond, deux questions rapides. Ceux qui disent qu'au fond, Zelensky, l'Ukraine, est entièrement, que la stratégie est menée par les États-Unis, et que quand même, ce qu'on appelle faussement peut-être la marionnette, prend des marges de manœuvre. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que irrévocablement aujourd'hui, le monde multipolaire a commencé d'exister ?
Alors, concernant la première question, Zelensky n'est pas totalement une marionnette dans la mesure où il a aussi ses propres décisions. En réalité, il y a beaucoup de choses. Les Américains regrettent un petit peu que, quelquefois, il soit trop indépendant. Et Zelensky, son appareil, communique assez peu avec les Américains sur leurs intentions, etc. Donc, il y a, semble-t-il, la cloison... Il y a une marge de manœuvre. Enfin, il y a une marge de manœuvre et la cloison entre Ukraine et autorité ukrainienne et l'administration Biden, c'est une cloison semi-étanche quand même. Hein, donc, ça, il faut bien le réaliser. Et il y a beaucoup de choses, par exemple les incursions en territoire russe, puisque c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ça ne plaît pas aux Américains. Et d'ailleurs, un des problèmes, l'incursion sur Belgorod la semaine passée, donc cette espèce de compagnie de volontaires russes, qui avait d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ici on parle de volontaires anti-Poutine, volontaires russes, etc. Mais le Financial Times avait interviewé le même groupe en mars, après l'incursion sur Bryansk, qui avait été fait par exactement les mêmes groupes. Les mêmes groupes, oui. Et le Financial Times avait qualifié ce groupe de white supremacists, donc de suprémacistes blancs et néo-nazis. Donc, mais ça, dans nos médias, on l'a pas du tout dit, n'est-ce pas? On se concentre sur le côté anti-Poutine. En réalité, c'est bien des gens extrême droite. Voilà. Mais le plus grave dans cette affaire, du point de vue américain, c'est qu'ils ont utilisé du matériel américain pour faire cette incursion. Et les photos qui ont été publiées par la suite par les autorités russes ont déclenché une vraie tempête à Washington, parce que Washington a fourni du matériel à l'Ukraine en lui faisant promettre de ne pas l'utiliser contre le territoire russe. Et pas à l'intérieur du territoire russe. Pas à l'intérieur du territoire, contre les Russes, oui, mais pas à l'intérieur du territoire. Et donc, on voit qu'il y a quand même eu la volonté de brider un petit peu l'action ukrainienne, mais que d'autre part, les Ukrainiens prennent un peu leurs aises par rapport aux Américains. Voilà. Mais en fait, de façon assez contrôlée quand même, ça ne va pas plus loin que ça. Bon, on ne sait pas, parce que le problème, et là où ça devient dangereux, c'est que quand on est dans des situations j'allais dire presque de détresse à la fois politique et humaine, on ne sait pas à quoi ça peut conduire. Et surtout, vous avez raison, sans parler de l'effet Sarajevo, vous avez aussi que les Russes, enfin disent-ils, après il faut voir la propagande, elle est des deux côtés russes, qu'ils ont attrapé des gens qui essaient de saboter une centrale nucléaire. C'était il y a quelques jours, en tout cas, il y a eu ça. La question que je voulais poser, Jacques Beau, au fond, est-ce qu'on est à l'abri, ou jamais vraiment, d'une dérive de quelqu'un qui, je ne dis pas qu'il lancerait sa bombe atomique tout seul comme ça nucléaire, mais enfin, est-ce qu'il peut y avoir une dérive qui conduirait à une situation extrêmement dramatique, une ville bombardée de part et d'autre, avec uranium appauvri ou pas appauvri? Est-ce que c'est possible ou ça vous paraît très peu probable? Non, l'uranium appauvri, ça c'est une question très technique, pas ni tactique ni opérative, c'est vraiment un problème technique de char. On va laisser ça de côté. Non, je pense que du côté russe, il y a un contrôle très rationnel des choses. La conduite est très rationnelle et je ne pense pas qu'il puisse y avoir, enfin du côté russe comme du côté américain, à vrai dire. Oui. Les Américains n'ont absolument pas l'intention de franchir le pas nucléaire et les Russes non plus. Ça, je pense qu'on peut l'exclure totalement. En revanche, il peut y avoir d'autres formes de dérives, des bombardements massifs, des choses comme ça. Ça peut être dans le champ du possible. Mais quoique, de nouveau, j'ai pas l'impression que ce soit du côté russe. Les choses sont très maîtrisées quand même. Le problème vient d'une situation où l'Ukraine est sous pression, Zelensky plus exactement est sous pression de fournir un résultat. Et c'est pas pour rien que les Occidentaux le pressent de faire cette fameuse contre-offensive qu'il n'arrive pas à faire parce que ses dépôts sont explosés au fur et à mesure qu'ils arrivent. Mais c'est-à-dire que les fournitures arrivent et les Russes les explosent au fur et à mesure. Exactement. Et donc il n'arrive pas à déclencher son opération. Donc il doit faire quelque chose pour montrer qu'il est toujours combatif, pour montrer qu'il a toujours la volonté de faire quelque chose.
chose. Donc, obligation de résultat et retour sur investissement. C'est exactement ça. D'ailleurs, certains politiciens anglais, britanniques si ma mémoire est bonne, ont dit on veut un retour sur investissement. Donc on voit que du côté occidental, on est dans une logique qui est assez perfide quelque part. Qui est en tout cas, sinon perfide, du moins très clair dans le cynisme. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Lucien, oui. Pardon, je vais répondre encore sur la question de la multipolarité. Donc, parce que c'est la deuxième question que vous m'avez posée très rapidement. Donc, je pense qu'on s'achemine, disons, le conflit ukrainien a cristallisé le fait qu'il fallait, pour le reste du monde, se détacher un peu des Occidentaux. Il ne fallait pas couper le contact, et je pense que c'est ce qu'on voit en Afrique. En revanche, il fallait solidifier, renforcer les liens avec le pôle asiatique, et notamment la Chine, qui, d'une manière ou d'une autre, devient le deuxième vrai pôle économique du globe, en réalité. Et qui attend tranquillement son tour, et voilà. comme on dit. Lucien, vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 et on accueille Julien de Marseille. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour André, bonjour Jacques Beau, encore heureux de vous avoir. Merci. J'ai une question à vous poser par rapport à Zaloujny justement et les rumeurs, après on n'a toujours pas de confirmation, comme quoi il aurait été blessé à Poltava par les Russes et ça, qu'on ne voit plus dans la circulation. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui peut retarder l'offensive ukrainienne en partie? Et est-ce que vous pensez que ça peut être soit la disparition subie par les Russes ou subie par le clan Zelensky, en sachant qu'ils ne sont pas très d'accord sur la façon d'utiliser les troupes sur la ligne de front? Bonne question, Julien. Alors, quid de Zaloujny? C'est une très bonne question. Effectivement, il y a eu beaucoup de spéculations. On a effectivement parlé du fait qu'il aurait été blessé, même grièvement blessé, et qu'il aurait même dû subir une intervention chirurgicale à la tête, etc. Enfin bref. Mais le problème, c'est qu'il a refait surface il y a quelques jours. On dit que c'est pas lui. Non, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui, et il n'avait pas l'air d'être. Il n'avait pas l'air d'être blessé. Donc, il doit y avoir autre chose. Et beaucoup d'experts sont posés la question. Et personnellement, je privilégie l'idée que la situation qu'il y a actuellement en Ukraine a conduit à créer un fossé entre l'état-major militaire et Zelensky, et le pouvoir politique. Et que Zaloujny a été un peu mis à l'écart. D'ailleurs, on a constaté que les récents ordres qui étaient donnés à l'armée ukrainienne ont été donnés par le général Syrski, qui est le chef des troupes terrestres et non pas le chef des forces armées. Donc, ça veut dire que... On sait qu'il y a quand même quelque chose... Il y a quelque chose à l'intérieur de l'appareil. On sait depuis longtemps que Zaloujny avait demandé à Zelensky de ne pas insister sur Bakhmout, de retirer les troupes de façon à épargner des vies qui étaient plus précieuses. Ce que n'a pas fait Zelensky. Ce que n'a pas fait Zelensky. Et je pense que ça, c'est actuellement, d'ailleurs, la mise à l'écart ou la disparition de Zaloujny est apparue juste au moment où on annonçait la défaite de Bakhmout. Donc je pense que c'est beaucoup plus lié à ça qu'autre chose en réalité. Très bien, merci Julien. Merci à vous. On accueille Philippe de Caen. Bonjour Philippe. Et bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Beau. Oui, alors j'aimerais bien revenir en amont, excusez-moi, mais pour rappel quand même, je me demande moi si Madame Merkel, en faisant ses courses dans son petit magasin local, et notre président Macron arrivent à bien dormir. Parce que ils étaient les responsables de l'application des accords de Minsk. Moi, je trouve ça vraiment déplorable. Vous parliez de médias. Actuellement, il y a une chaîne de propagande qui s'appelle LCI, mais c'est une jouissance à les entendre parler des victoires ukrainiennes et par rapport à la Russie. Il n'y a pas d'équilibre. Et enfin, une dernière petite chose, Monsieur Beau, pensez-vous quand même que les Chinois, puisque apparemment c'est le nouvel ordre aussi en termes de diplomatie, est-ce que les Chinois ne pourraient pas faire tampon entre la Russie et le bloc de l'Est, ex-bloc de l'Est, et notamment l'Ukraine?
Alors, 2 questions. Merci pour ces questions. Alors, je vais revenir sur la question de la désinformation. Parce que c'est une chose intéressante. En temps de guerre, les 2 parties d'un conflit essayent de masquer leurs intentions, à modifier les perceptions. Ça s'appelle la guerre de l'information. C'est la guerre de l'information. Et on a un mélange de propagande et de désinformation. La propagande, je le rappelle, c'est valoriser ses points forts. Propaganda est, ce qu'il faut propager. Donc c'est l'information qu'il faut propager. Et puis la désinformation, c'est de tromper l'adversaire sur ses intentions. Donc, techniquement, un défenseur, il a tendance à accentuer la propagande, parce qu'il essaie de montrer combien il est fort, et de mettre en avant ses forces pour dissuader l'adversaire de l'attaquer. Et l'attaquant joue généralement beaucoup plus sur la désinformation, parce qu'il essaye de montrer combien il est faible, combien il est incapable d'attaquer, combien sa conduite est faible, combien il n'a pas de missiles, combien il n'a pas d'artillerie, combien il n'a pas de chars. Or, vous constatez que ce discours-là, c'est pas les Russes qui le font, c'est LCI. Oui, tout à fait. Ce sont les Occidentaux qui ont fait la désinformation. C'est pour ça que je dis souvent aux Russes, remercier LCI et BFM TV. Ce sont eux qui ont, en réalité, montré l'image d'une Russie beaucoup plus faible qu'elle n'était et probablement induit enfin, c'est pas simplement eux, bien sûr, parce qu'il y en a bien d'autres qui ont participé, mais puisqu'on est en France, c'est un peu ce que vous avez cité. Et d'ailleurs, ça se voit dans le problème des missiles. Vous voyez, depuis mars 2022, nos médias racontent que la Russie n'a plus de missiles. Ils avaient déjà tiré les premiers en février 2022. Ils ont même, vous vous rappelez, pardon, je dois le dire, cet épisode c'était sur LCI, où il y avait un char maquette qu'ils ont démonté, et on a dit, voyez, les Russes manquent tellement de chars qu'ils sont en train de réarmer un char qui, visiblement, pour un enfant de 8 ans, était une maquette. Donc, on a joué avec ça. Et la conséquence d'avoir dit que les Russes n'avaient pas de missiles, et vraiment, vous pouvez regarder, j'ai regardé depuis une année, on répète constamment qu'ils n'ont plus de missiles, qu'ils n'ont plus d'artillerie, ils n'ont plus rien, mais ils continuent à tirer. La conséquence de ça, c'est qu'on n'a pas donné à l'Ukraine des missiles antimissiles. On a tellement cru à notre propre désinformation qu'on a finalement, on n'a pas donné aux Ukrainiens ce dont ils avaient besoin. Et ça, c'est l'illustration du fait qu'en réalité, cette désinformation que la logique aurait voulu, parce que tous ces standards, quand vous avez dans n'importe quelle guerre, on l'a vu par la Deuxième Guerre mondiale, l'idée c'est de vous présenter, quand vous êtes attaquant, plus faible que vous ne l'êtes. Et c'est exactement ce qu'ont fait nos médias. Donc c'est paradoxal, et on pourrait dire que LCI ont été les plus grands supporters de Poutine en réalité. Merci Monsieur Beau. Très intéressant, non mais c'est vrai de ce point de vue-là. Je crois qu'il y avait une autre question, Philippe, vous aviez parlé aussi de... je ne sais pas, vous aviez une question. Oui, non, éventuellement un axe diplomatie... le rôle de la Chine. Le rôle de la Chine. Oui. Alors, la Chine... il faut bien comprendre que la Chine, elle a fait une proposition de médiation. Je vous rappelle qu'elle avait été contactée l'année passée, au début de l'année passée, par Zelensky lui-même. Il avait contacté 3 pays en mars de l'année passée pour jouer le rôle de médiateur. Et ils avaient contacté la Chine, Israël et la Turquie. Qui est intéressant quand même. Oui, et finalement, c'est la Turquie qui a joué ce rôle de médiateur, qu'elle continue à entretenir d'ailleurs de certaine manière. La Chine était probablement inacceptable pour les Américains, etc. La Turquie est évidemment un membre de l'OTAN, donc certainement plus acceptable. Donc la Chine, elle a toujours été un peu sur les rangs. Ils avaient de bonnes relations avec l'Ukraine jusqu'à il y a très peu de temps, avant que l'Ukraine commence à accuser la Chine de tous les maux de la terre. Donc,
la Chine pourrait jouer ce rôle. Le problème, c'est que les Occidentaux ne veulent pas donner, j'allais dire, ce plaisir à la Chine d'être médiateur et donc d'apporter une solution au conflit. C'est un peu ça dans lequel on est. Les Occidentaux ne veulent pas une solution qui soit favorable à la Russie et ne veulent pas non plus que la Chine puisse tirer les marrons du feu. Exactement. C'est très intéressant. On va prendre une petite pause peut-être. Oui, merci beaucoup à Philippe et on se retrouve tout de suite. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, j'aimerais bien être le seul à être dans tous mes états, mais vous savez que ce n'est pas le cas. Et dans ce livre de Jacques Beau, Ukraine entre guerre et paix, vous savez, tout ce qui se passe, ces enjeux, ça nous concerne, ça nous impacte, pas quelque chose on peut dire. Et justement, quand Jacques Beau dit à la fin, je voudrais revenir là-dessus parce qu'il l'a évoqué, il dit, son livre finit ainsi. Coller des étiquettes n'est qu'une manière d'exclure le dialogue. En l'occurrence, les diplomates occidentaux auraient été bien inspirés de se pencher sur la question suivante. Qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus condamnable que ceux que nous avons créés auparavant? Or, à ma connaissance, aucun diplomate, journaliste, policier occidental n'a une seule fois soulevé cette question, ni même tenté d'y répondre. Eh bien, écoutez, on l'a commencé à la soulever. Tentons d'y répondre, Jacques Beau. Au fond, je vous avais dit hors antenne que est-ce que la proximité jouait pas? Parce que incontestablement, certes, il y a eu le bombardement de l'OTAN, Yougoslavie, et on sait ce qu'il a fait en 99. Mais enfin, est-ce que le fait que ça se passe entre Européens, même la Russie, il y a une partie de la Russie qui est indubitablement européenne, laissons les vicissitudes politiques de côté. Mais au fond, est-ce que c'est plus ou moins condamnable? Parce qu'après tout, le Yémen, la Libye, l'Irak, tout le reste, c'est aussi condamnable. Alors, il y a une différence par rapport au conflit précédent, au conflit européen, vous avez évoqué celui des Balkans, c'est que cette fois-ci, on a la Russie. Et là, quand vous regardez les réactions, les réactions ou la manière de gérer les affaires de la Pologne et des pays baltes, vous apercevez qu'on est purement dans l'émotionnel. Et quand vous regardez finalement sur qui s'appuient les Américains pour relayer leur politique en Europe, eh bien, ils utilisent le relais de la Pologne et des pays baltes. Et même des pays comme la Hongrie s'interroge d'ailleurs sur la pertinence de ce conflit pour une bonne et simple raison, c'est que la Hongrie, on l'oublie bien souvent, mais elle a une minorité magyare en Ukraine, qui est d'ailleurs très maltraitée par les Ukrainiens depuis 2014, et dont les droits sont systématiquement bafoués. La Hongrie a à plusieurs reprises interpellé le Conseil de l'Europe pour que les droits de sa minorité ou de minorité magyare en Ukraine soient respectés, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, d'ailleurs, la Hongrie bloque les sanctions, le paquet de sanctions de l'Union européenne, parce qu'ils disent on veut que l'Ukraine prenne des... Mais il y a un aspect émotionnel. Absolument. Alors juste un mot, quand vous expliquez l'extraordinaire, après pourquoi pas, c'est pas un jugement, mais Ursula von der Leyen qui va 6 fois de suite voir Zelensky à Kiev, ou en tout cas, et puis tous les autres, et puis Emmanuel Macron et tous les autres, et c'est presque... On peut comprendre la croisade, parce qu'on dit, oui, c'est évidemment la petite Ukraine démocrate qui est massacrée par l'immense... Et là, tous les schémas soviétiques reviennent en force. Hein, voilà, les salauds d'autocrates qui massacrent un peuple... On est dans l'irrationnel. Effectivement, on a fabriqué un discours auquel on s'est mis à croire nous-mêmes. Et c'est en fait pas tout à fait nouveau, parce que j'ai travaillé 5 ans au sein de l'OTAN et j'ai remarqué que, contre toute attente,
ces pays d'Europe de l'Est, que Rumsfeld appelait la Nouvelle Europe, c'est ceux qui ont le plus de poids pratiquement. Quand bien même les grands pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne sont des gros pourvoyeurs d'officiers, n'est-ce pas, au sein de l'OTAN. Mais au niveau des idées, au niveau de l'idéologie, on pourrait dire, ce sont ces pays-là qui sont porteurs du discours américain. Et ça, on retrouve la même chose dans l'Europe. Ces gens relayent le discours américain, finalement, au centre de l'Europe. Alors, c'est évidemment plus facile d'être contre Poutine que d'être contre... Parce qu'on a tellement développé un discours contre lui. Et on est un peu prisonnier de ce narratif. Et c'est là où je vois quelque chose de pervers, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on pense de l'un ou de l'autre, mais à un moment, il faut bien réaliser qu'il y a des gens qui meurent quand même sur le terrain, et que c'est pas simplement pour punir ou pour montrer à Poutine comme il est faible qu'on laisse des gens mourir sur le champ de bataille. Donc c'est un peu, il y a un peu une absurdité, et comme le rappelait d'ailleurs l'auditeur tout à l'heure, on aurait pu éviter ça avant. Si on avait vraiment voulu éviter les accords de Minsk, étaient là précisément pour éviter que Poutine intervienne. Et il faut arrêter de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, lisez le livre de Jacques Beau, parce qu'il va vous apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Jacques Beau, ex-membre des renseignements stratégiques suisses, pour son dernier livre, Ukraine entre guerre et paix, aux éditions Max Milo. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. On se retrouve après les informations. À tout de suite sur Sud Radio.